Visite officielle du président sénégalais en France ce 27 août 2025. Bassirou Diomaye Faye a rencontré son homologue français Emmanuel Macron à Paris ainsi que quelques entrepreneurs. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis dans ce journal, nous irons au Burkina Faso où 6 Ivoiriens agents de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides ont été arrêtés et transférés à Ouagadougou. Développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. En déplacement à Paris, mercredi 27 août, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Il a convenu avec lui de la nécessité de renouveler et de renforcer la relation entre la France et le Sénégal. Il a ensuite pris part aux rencontres des entrepreneurs de France où il a voulu convaincre les patrons français de réinvestir dans son pays. À Paris, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu le 27 août à l'Élysée par Emmanuel Macron pour un petit déjeuner de travail. Les deux dirigeants ont affiché leur volonté de renouveler et de renforcer leurs relations bilatérales. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l'État sénégalais insiste sur l'indépendance de son pays vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Ce contexte explique la révision en cours des accords de coopération entre Dakar et Paris qui doit aboutir bientôt à un séminaire intergouvernemental. Objectif, s'assurer que les projets soient alignés avec les priorités du nouveau gouvernement sénégalais. Au cours de l'entretien, plusieurs dossiers ont été abordés. D'abord, la sécurité régionale. Les deux présidents ont évoqué la menace terroriste qui pèse sur certains États voisins, mais aussi l'impasse politique dans plusieurs pays du Sahel. Ensuite, l'économie. Emmanuel Macron a exprimé son soutien au dialogue entre Dakar et le FMI, jugé crucial pour relancer la croissance et restaurer la confiance des investisseurs. Le Sénégal fait face à une dette élevée et s'est engagé à réduire son déficit. Mais des tensions persistent notamment avec des entreprises françaises. Eiffage, par exemple, réclame 150 millions d'euros pour la construction du train express régional. Enfin, les questions mémorielles ont aussi occupé une place importante. Le massacre des Thiaroye en 1944 reste un point sensible. Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France, mais des zones d'ombre subsistent sur le nombre exact des victimes. Les deux pays ont donc convenu de lancer une nouvelle mission d'historiens dans les archives françaises afin de mieux documenter cette page douloureuse de leur histoire commune. En résumé, cette rencontre à l'Élysée a marqué la volonté affichée des deux dirigeants d'écrire un nouveau chapitre dans la relation franco-sénégalaise avec coopération, indépendance et mémoire partagée. 6 agents ivoiriens de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides DERA qui étaient en mission dans la région de Bounakani ont été pris par des Burkinabés membres des volontaires pour la défense de la patrie dimanche 24 août. Ils ont été amenés à Ouagadougou par hélicoptère peu après. Plus de précisions. 6 fonctionnaires ivoiriens ont été interceptés le 24 août par des supplétifs de l'armée burkinabé près de la frontière entre les deux pays. Les agents appartiennent à la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, la DARA. Leur mission, recenser et enrôler de nouvelles familles burkinabées réfugiées en Côte d'Ivoire après une attaque terroriste survenue mi-août dans le sud du Burkina Faso. Mais l'équipe s'est retrouvée par erreur de l'autre côté de la frontière dans la localité de Moussoukantou, une zone sensible où sont installés de nombreux volontaires pour la défense de la patrie des supplétifs de l'armée burkinabé. Ces derniers les ont aussitôt interceptés avant qu'un hélicoptère ne les transfère à Ouagadougou. L'affaire soulève des inquiétudes dans la région de Bounakani où vivent près de 80 000 réfugiés burkinabés. Ce type d'opération humanitaire est courant. Les agents de la DARA y travaillent régulièrement en lien avec les familles hôtes qui accueillent les déplacés. Mais la frontière très poreuse n'est pas matérialisée clairement. Les franchissements involontaires sont donc fréquents. Il n'est pas rare d'ailleurs que des patrouilles des forces ivoiriennes se retrouvent elles aussi en territoire burkinabé. Ces litiges
se règle d'ordinaire par la voie diplomatique sans incident majeur. Mais dans le climat actuel de tension régionale, ce nouvel épisode retient l'attention. Les autorités ivoiriennes n'ont pas encore communiqué officiellement sur le sort des 6 agents transférés à Ouagadougou. Leur situation reste suivie de près par Abidjan, alors que la coopération sécuritaire entre les deux pays est plus que jamais mise à l'épreuve par la montée des violences dans la sous-région. La campagne électorale s'ouvre officiellement ce jeudi 28 août en Tanzanie, en route pour les élections générales de fin octobre. Et déjà, elle s'annonce comme la plus numérique de l'histoire du pays. Cette semaine, le parti au pouvoir, le CCM, a dévoilé un chatbot d'intelligence artificielle sur WhatsApp, baptisé Kijani Ilani, le manifeste vert en Swahili. Il répond directement aux questions des électeurs sur le programme du parti, tandis que l'opposition continue de mobiliser sur les réseaux sociaux. Mais ce virage numérique reste quand même une arme à double tranchant. La campagne électorale s'est officiellement ouverte en Tanzanie. Cette fois, elle prend une dimension inédite. Le numérique est au cœur de la stratégie politique. Le parti au pouvoir, le CCM, innove avec un outil surprenant, un chatbot WhatsApp baptisé Kijani Ilani. En ajoutant simplement son numéro, chaque électeur peut poser des questions sur le programme du parti. Santé, éducation, infrastructure. Le robot répond immédiatement sans avoir besoin de parcourir des centaines de pages de manifestes. Pour Mike Mouchi, expert numérique à Dar es Salaam, cette campagne marque un tournant. C'est la plus technologique que nous ayons connue en Tanzanie. Aujourd'hui, avoir une stratégie digitale n'est plus une option, c'est devenu une obligation, explique-t-il. Jusqu'ici, les réseaux sociaux avaient surtout profité à l'opposition très active sur Facebook ou WhatsApp. Le CCM, lui, s'appuyait surtout sur ses bases militantes locales dans les villages et les quartiers. Mais avec ce chatbot, le parti au pouvoir veut occuper aussi le terrain numérique, longtemps dominé par ses adversaires. Cette révolution digitale soulève néanmoins des inquiétudes, car si les nouvelles technologies facilitent la communication, elles comportent aussi des risques. Mike Mouchi prévient. Le numérique, c'est comme un couteau, il peut servir, mais aussi blesser. Les menaces sont bien réelles, surveillance accrue, désinformation, atteinte à la vie privée. Ces craintes sont renforcées par les restrictions gouvernementales. Plusieurs plateformes comme WhatsApp ou Facebook sont régulièrement bloquées en Tanzanie, en particulier lors des périodes sensibles. Résultat, de nombreux internautes, surtout ceux proches de l'opposition, passent par des VPN pour contourner la censure et continuent à s'exprimer. Dans ce contexte, l'entrée du CCM dans l'arène numérique change la donne. Entre innovation et contrôle, entre ouverture et risque de manipulation, la campagne qui s'ouvre en Tanzanie illustre la place croissante du digital dans la vie politique africaine. La nouvelle bataille se joue désormais à la fois dans les rues et sur les écrans. Au moins 8 morts et plus de 40 blessés à Kiev en Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi. La Russie a tiré 629 drones et missiles lors d'une attaque nocturne massive sur l'Ukraine selon l'armée ukrainienne. Kiev attend une réaction de la part du monde entier, a réagi le président Zelensky. À Kiev, les habitants ont vécu une nouvelle nuit d'angoisse et de destruction. La capitale ukrainienne a été la cible d'une attaque massive combinant drones et missiles tirés par la Russie. Selon l'armée ukrainienne, plusieurs salves ont visé la ville, touchant plus d'une vingtaine de sites. Parmi les zones frappées, des immeubles résidentiels, des bureaux, des structures ferroviaires et même un jardin d'enfants ravagé par les flammes. Les premières explosions ont retenti avant le déclenchement des sirènes d'alerte, empêchant de nombreux habitants de se réfugier à temps dans les abris. Rapidement, les secours se sont déployés. Plus de 500 pompiers et un millier de policiers fouillent un corps de décombres dans une véritable course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants. Dans d'autres régions du pays, les infrastructures énergétiques ont aussi été visées. Dans celle de Vinnytsia, 60 000 personnes se sont retrouvées privées d'électricité. Pour le président Volodymyr Zelensky, cette attaque illustre la stratégie du Kremlin. La Russie préfère les missiles balistiques aux négociations, a-t-il dénoncé. Le chef de l'État ukrainien accuse Moscou de continuer à tuer plutôt que de mettre fin à la guerre déclenchée en février 2022. Kiev appelle une nouvelle fois
à une réaction internationale ferme. Zelensky demande en particulier à la Chine, alliée de Moscou, et à la Hongrie, membre de l'Union européenne mais proche du Kremlin, de prendre position contre ces frappes massives. Ces bombardements interviennent alors que le conflit entre dans sa 3e année avec une intensité qui ne faiblit pas. La population ukrainienne, elle, continue de payer un lourd tribut entre destruction matérielle et vies brisées. L'Allemagne a inauguré mercredi 27 août la plus grande usine de munitions d'Europe. Le site appartient au premier groupe européen de l'armement Rheinmetall qui connaît ces dernières années une croissance spectaculaire et de nombreux responsables politiques allemands et européens avaient fait le déplacement. Le projet, au-delà de son importance militaire et économique, est aussi un symbole du réarmement de l'Europe et de l'OTAN pour réagir à la menace russe. À Uterlus, dans le nord de l'Allemagne, la future plus grande usine des munitions d'Europe a été inaugurée le 27 août. Construite en seulement 14 mois par le groupe Rheinmetall, elle incarne le virage sécuritaire de Berlin depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans les ateliers flambant neufs, la production est déjà lancée. Des robots ultra précis gravent les détails techniques sur des obus de 155 mm, pendant que des ogives alignés sur des palettes attendent leur expédition. Les premiers clients, l'armée allemande, mais aussi d'autres pays européens, dont l'Ukraine. Le PDG de Rheinmetall, Armin Papeger, raconte le défi posé par le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Construire une usine moderne automatisée pour répondre aux besoins croissants en munitions. Mission accomplie, se réjouit-il. Le site doit produire dès cette année 25 000 obus avec une montée en puissance prévue jusqu'à 350 000 par an en 2027. À pleine capacité, l'usine, bâtie sur un espace équivalent à 5 terrains de football, sera la plus grande du continent. Cette inauguration illustre la nouvelle stratégie militaire allemande. Longtemps réticente à investir massivement dans son armée, Berlin a changé de cap après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Désormais, l'Allemagne veut jouer un rôle central dans la sécurité européenne. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, présent sur place, a salué les efforts de Berlin et souligné l'importance de l'industrie de défense allemande. Pour Boris Pistorius, l'enjeu est clair. Relever un défi inédit depuis des décennies pour la sécurité de notre pays et de notre continent. Avec ce site de Uterlus, l'Europe se dote d'une capacité industrielle inédite. Une réponse concrète aux besoins urgents des armées dans un contexte de guerre qui bouleverse l'équilibre du continent. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Tchad Info TV. L'information continue.